Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet important pour tous ceux qui apprennent le français, le vocabulaire. Vous connaissez sûrement ce problème. On apprend des mots. On les comprend. Mais après quelques jours, ou après une semaine, on les oublie. C'est frustrant, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai vécu ça, et je sais que vous aussi. Alors, pourquoi est-ce que cela arrive? Et surtout, que pouvons-nous faire pour éviter ça? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils simples pour ne pas oublier les mots en français. Vous allez apprendre comment votre mémoire fonctionne, pourquoi on oublie si vite, et comment utiliser des méthodes efficaces pour retenir plus longtemps. Restez bien jusqu'à la fin, parce que chaque conseil peut vraiment changer votre façon d'apprendre. Et surtout, vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'étudier des heures. Parfois, il suffit de petites actions régulières. Avant de commencer, je suis curieuse. J'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes en Espagne? Peut-être au Maroc? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, êtes-vous prêts? On commence tout de suite. J'ai dit que nous allons parler d'un grand problème dans l'apprentissage du français. Ce problème est l'oubli du vocabulaire. C'est quelque chose de normal. Cela arrive à tous les apprenants. C'est pour ça que nous devons bien le comprendre avant de chercher une solution. Quand on apprend une langue, on découvre beaucoup de nouveaux mots. Ces mots sont intéressants. Ces mots nous donnent l'impression de progresser. Mais parfois, après une journée ou une semaine, ces mots disparaissent de notre mémoire. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. On ouvre un livre, on regarde une série, on écoute un podcast. On reconnaît un mot. On le comprend. Et quelques jours plus tard, ce mot semble totalement nouveau. On le regarde avec des yeux étonnés. On se demande, mais pourquoi j'ai oublié? J'ai déjà appris ce mot. Ce phénomène est frustrant. Il donne l'impression de perdre son temps. On a étudié. On a travaillé. On a répété. Mais tout est parti. Et pourtant, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un problème personnel. C'est quelque chose de naturel. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Tous les apprenants passent par cette étape. Que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en chinois, peu importe. Notre cerveau ne peut pas garder toutes les informations nouvelles. Il doit faire un choix. Il doit décider ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Si le cerveau pense qu'un mot n'est pas utile, il l'efface. Si le cerveau pense qu'un mot est essentiel, il le garde plus longtemps. C'est une sorte de tri automatique. Ce tri automatique peut être très pratique. Imaginez si vous vous souveniez de chaque détail de chaque jour.
Imaginez si vous gardiez en mémoire chaque visage croisé, chaque bruit entendu, chaque mot lu. Votre tête exploserait. Le cerveau doit donc éliminer pour survivre. Il garde ce qui sert. Il jette ce qui n'est pas nécessaire. C'est là que le vocabulaire entre en jeu. Quand vous apprenez un mot, le cerveau se demande: est-ce utile? Est-ce vital? Est-ce que je vais en avoir besoin demain? Si la réponse est non, le mot disparaît peu à peu. Si la réponse est oui, le mot reste. Mais souvent, quand on débute, le cerveau pense que beaucoup de mots ne sont pas urgents. Alors il les supprime rapidement. Ce mécanisme a été étudié depuis longtemps. Un chercheur allemand, Hermann Ebbinghaus, a montré ce phénomène en 1885. Il a étudié la mémoire humaine. Il a découvert une chose importante: nous oublions vite. Très vite. Il a créé une courbe célèbre, appelée la courbe de l'oubli. Cette courbe montre que, sans révision, nous perdons presque tout. Après une journée, une grande partie des informations disparaît. Après une semaine, encore plus. Et après un mois, environ 90% des informations apprises s'effacent de notre tête. C'est énorme. Imaginez, vous apprenez 10 nouveaux mots aujourd'hui. Si vous ne les révisez pas, après un mois, il vous restera peut-être seulement un mot. Les 9 autres auront disparu. C'est pour ça que tant d'apprenants se sentent découragés. Ils travaillent dur. Ils ouvrent des cahiers. Ils font des listes. Et un mois plus tard, ils voient que presque tout est perdu. Mais il est important de comprendre que ce phénomène est normal. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de mémoire. Ce n'est pas parce que vous êtes trop vieux. C'est simplement parce que votre cerveau fait son travail. Le cerveau est une machine intelligente. Il veut être efficace. Il ne veut pas être surchargé. Alors il choisit. Le problème est donc clair. Quand on apprend le français, on se bat contre cette courbe de l'oubli. On se bat contre la tendance naturelle du cerveau à supprimer. Et cette bataille est parfois dure. On a l'impression d'être sur une montagne qui s'effondre sous nos pieds. On monte, et puis tout s'écroule. Mais il ne faut pas abandonner. Voyons un exemple concret. Imaginez que vous apprenez le mot « chaussure ». Vous le voyez dans un livre. Vous le répétez 10 fois. Vous comprenez sa signification. Vous êtes fier. Le lendemain, vous vous souvenez encore. Mais 3 jours plus tard, le mot commence à disparaître. Vous hésitez. Vous dites: comment on dit ça déjà? Une semaine plus tard, le mot semble flou. 2 semaines plus tard, vous l'avez oublié. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux. C'est simplement parce que vous n'avez pas donné assez de signaux à votre cerveau pour lui dire: ce mot est important. Garde-le.
Un autre exemple, vous apprenez le mot « fenêtre ». Vous l'entendez dans une chanson. Vous le comprenez. Vous êtes heureux. Vous le notez dans votre cahier. Mais si vous ne le répétez pas, si vous ne l'utilisez pas, votre cerveau l'efface. Et le jour où vous voulez l'utiliser, il est absent. Vous cherchez dans votre mémoire, mais rien ne vient. C'est vide. Et vous vous sentez frustré. Cette frustration est une expérience partagée. Chaque apprenant de français a connu ce moment. Ce moment où l'on dit « j'ai déjà vu ce mot ». Je le connais, mais je ne peux pas m'en souvenir. On a l'impression d'avoir perdu son énergie. On se sent bloqué. On se dit « je n'avance pas ». Mais attention, comprendre ce problème est déjà une grande victoire. Parce que si vous savez pourquoi vous oubliez, vous pouvez chercher une méthode pour lutter. Si vous savez que le cerveau fonctionne comme ça, vous ne vous sentez plus coupable. Vous acceptez que l'oubli est naturel. Vous acceptez que ce n'est pas une faiblesse, mais une règle universelle. En fait, l'oubli est même une preuve que vous avez appris. Oui, c'est paradoxal. Mais si vous oubliez, cela veut dire que votre cerveau a reçu une nouvelle information. Il a essayé de la garder. Il a décidé ensuite de l'effacer. Mais cette trace, même faible, existe toujours. C'est comme un chemin dans la forêt. Si vous passez une fois, le chemin est vite recouvert par les feuilles. Mais si vous passez plusieurs fois, le chemin devient clair et solide. L'oubli est donc la première étape. C'est la preuve que vous êtes sur le chemin. Alors, pour résumer ce point, l'oubli du vocabulaire est un phénomène courant. Il arrive à tous les apprenants. Il est frustrant, car il donne l'impression de reculer. Mais il est naturel. Il s'explique par le fonctionnement du cerveau. Le cerveau trie les informations. Il garde ce qu'il pense utile. Il supprime le reste. Sans révision, 90% des mots disparaissent après un mois. C'est ce que montre la courbe de l'oubli des bingos. Comprendre ce mécanisme est essentiel. Car avant de trouver une solution, il faut identifier le problème. Et maintenant, vous savez quel est le problème. Vous savez pourquoi les mots s'effacent. Vous savez que ce n'est pas vous qui êtes en faute. C'est simplement la nature de la mémoire humaine. Dans la suite, nous allons voir comment lutter contre cette courbe. Nous allons découvrir des méthodes pour dire au cerveau « ce mot est important, garde-le ». Nous allons parler de la répétition, de l'association, du contexte et de bien d'autres choses. Mais tout commence ici, avec cette vérité simple. Si vous oubliez des mots, ce n'est pas grave. C'est normal. Et surtout, il y a des solutions. Nous avons parlé du problème de l'oubli. Nous avons vu que le cerveau supprime naturellement beaucoup d'informations. Mais maintenant, la grande question est simple. Que faire pour ne pas oublier? La réponse principale est claire.
La réponse est répéter. La répétition est la clé. C'est la seule manière de dire au cerveau que le mot est important. C'est la seule manière de garder les mots plus longtemps dans la mémoire. Quand vous répétez, vous envoyez un signal au cerveau. Ce signal dit « Attention, ce mot est utile. Ne le supprime pas ». Sans ce signal, le mot disparaît. Avec ce signal, le mot reste. C'est comme un message que vous envoyez encore et encore pour convaincre votre mémoire. Sans répétition, l'oubli arrive vite. Vous apprenez un mot aujourd'hui. Vous le connaissez demain. Mais dans une semaine, il commence à disparaître. Dans un mois, il n'est plus là. C'est le scénario classique de la courbe de l'oubli. Mais avec la répétition, l'histoire change. Vous apprenez un mot aujourd'hui. Vous le révisez demain. Vous le revoyez dans 3 jours. Vous le répétez dans une semaine. Et peu à peu, le mot s'installe. Après un mois, vous le connaissez encore. Après 6 mois, il est toujours présent. Après 1 an, il est devenu une partie de vous. Chaque répétition renforce le lien dans votre mémoire. C'est comme construire un mur. La première fois, vous posez une brique. Ce n'est pas solide. Mais à chaque répétition, vous ajoutez une nouvelle brique. Le mur devient de plus en plus fort. À la fin, il est solide et durable. C'est pour cela que la répétition est la meilleure arme contre l'oubli. Elle transforme un mot fragile en un mot stable. Elle transforme un souvenir passager en une connaissance durable. Mais il existe différentes manières de répéter. La plus efficace s'appelle la répétition espacée. Cette méthode est très puissante, car elle respecte le rythme naturel de la mémoire. La répétition espacée consiste à réviser les mots à intervalles réguliers, mais de plus en plus longs. Le principe est simple. La première fois, vous apprenez le mot. Ensuite, vous le répétez après une journée. Puis après 3 jours. Puis après une semaine. Puis après 2 semaines. Puis après 1 mois. Chaque fois que vous répétez, vous renforcez la mémoire. Et comme vous espacez de plus en plus, le mot reste encore plus longtemps. Pourquoi espacer? Parce que si vous répétez trop souvent, le cerveau se fatigue. Il pense « Encore ce mot? Je le connais déjà ». Mais si vous répétez après un certain temps, juste avant d'oublier, le cerveau fait un effort. Et cet effort renforce la mémoire. C'est comme un entraînement sportif. Si vous soulevez un poids trop léger, vous ne progressez pas. Si vous soulevez un poids trop lourd, vous vous blessez. Mais si vous soulevez un poids adapté, vos muscles grandissent. La mémoire fonctionne de la même manière. La répétition espacée est donc un entraînement intelligent. Il utilise la courbe de l'oubli contre elle-même. Il vous fait répéter au bon moment. Pas trop tôt.
Pas trop tard. Juste au moment où vous êtes sur le point d'oublier. Et c'est ça qui rend la méthode si efficace. Un exemple simple. Imaginez que vous apprenez le mot « voiture ». Vous le répétez le lendemain. Ensuite, 3 jours plus tard. Ensuite, une semaine plus tard. Ensuite, un mois plus tard. À chaque répétition, vous êtes plus sûr. À la fin, le mot devient automatique. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Quand vous voyez une voiture, le mot « voiture » sort tout seul. Un autre exemple, le mot « pain ». Vous l'apprenez aujourd'hui. Vous le répétez demain. Vous le revoyez dans quelques jours. Vous l'utilisez dans une phrase « Je mange du pain ». Puis vous l'entendez dans un film. Vous le lisez dans un article. Chaque contact est une répétition. Chaque contact est une brique dans le mur. Après plusieurs mois, le mot « pain » fait partie de vous. Vous ne pouvez plus l'oublier. C'est pour ça que de nombreux apprenants utilisent des applications. Ces applications appliquent automatiquement la méthode. Par exemple, il existe Anki, Quizlet ou Manrise. Elles vous montrent les mots au bon moment. Elles calculent quand vous devez revoir chaque mot. Elles vous aident à espacer les répétitions intelligemment. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. L'application choisit pour vous. Anki est très populaire. C'est un logiciel gratuit. Il fonctionne avec des cartes de vocabulaire. Chaque carte a un mot d'un côté et la traduction de l'autre. Vous regardez le mot. Si vous le connaissez, la carte disparaît pour longtemps. Si vous hésitez, la carte revient bientôt. Ainsi, le programme adapte les répétitions à votre mémoire. Les mots difficiles reviennent souvent. Les mots faciles reviennent plus tard. Quizlet est aussi utilisé par beaucoup d'étudiants. Il est plus simple et plus visuel. Vous pouvez créer vos propres listes de mots. Vous pouvez aussi utiliser des listes créées par d'autres personnes. L'application propose des jeux et des exercices pour rendre la répétition plus agréable. Manrise est une autre option. Cette application combine la répétition espacée avec des vidéos. Vous voyez de vrais locuteurs natifs utiliser les mots. Cela rend la révision plus vivante. Vous entendez la prononciation. Vous voyez le visage d'une personne. Et en même temps, vous répétez les mots au bon moment. Ces outils sont très utiles. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une application. Vous pouvez aussi pratiquer la répétition espacée avec un simple cahier. Il suffit de créer un planning. Vous notez les mots nouveaux aujourd'hui. Vous les révisez demain. Vous les revoyez 3 jours plus tard. Vous les répétez une semaine plus tard. Puis 2 semaines plus tard. Puis un mois plus tard. Avec un calendrier,
vous pouvez organiser vos propres révisions. Peu importe la méthode choisie. L'important est de répéter. Répétez souvent. Répétez intelligemment. Chaque répétition est une victoire contre l'oubli. Chaque répétition est un pas en avant. Certains apprenants pensent que la répétition est ennuyeuse. Ils disent « Je n'ai pas envie de revoir encore et encore les mêmes mots ». Mais il faut changer la vision. La répétition n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Chaque minute de répétition est une minute qui construit une mémoire solide. Chaque minute de répétition est une minute qui vous rapproche de la fluidité. Et puis, il existe des manières de rendre la répétition agréable. Vous pouvez lire des phrases au lieu de simples mots. Vous pouvez écouter des chansons et répéter les paroles. Vous pouvez écrire des petits textes avec vos mots. Chaque activité devient une répétition. La répétition n'a pas besoin d'être mécanique. Elle peut être vivante et créative. Par exemple, si vous apprenez le mot « arbre », vous pouvez l'utiliser dans une phrase. Il y a un arbre dans le jardin. Vous pouvez le chanter dans une chanson. Vous pouvez le dessiner. Vous pouvez le dire à haute voix en regardant un vrai arbre dehors. Tout cela est de la répétition. Tout cela envoie au cerveau le même message. Ce mot est important. Garde-le. Il faut aussi se rappeler que la répétition ne demande pas des heures. 10 minutes par jour suffisent. Quelques cartes de vocabulaire le matin. Quelques phrases lues le soir. Cela suffit pour envoyer les bons signaux au cerveau. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Pour conclure ce point, la répétition est la solution principale contre l'oubli. Sans répétition, un mot disparaît en quelques semaines. Avec répétition, un mot peut rester pour toujours. La répétition agit comme une brique que l'on pose chaque jour. Elle transforme un mot fragile en un mot solide. Et la meilleure méthode est la répétition espacée. Elle permet de réviser au bon moment. Elle utilise la courbe de l'oubli contre elle. Elle rend la mémoire plus forte. Alors, ne craignez pas de répéter. Voyez la répétition comme une amie. Elle est votre alliée dans ce voyage. Grâce à elle, les mots ne s'envolent pas. Ils restent. Ils deviennent une partie de vous. Dans la partie précédente, nous avons parlé de la répétition. Mais parfois, malgré les efforts, certains mots restent difficiles. On les répète, mais ils disparaissent encore. C'est à ce moment qu'une autre méthode peut aider. Cette méthode s'appelle l'association des mots. Associer un mot veut dire le relier à une image, à une idée ou à quelque chose de spécial pour vous. Le cerveau aime les images. Le cerveau aime les histoires. Quand un mot est associé à une image forte ou à une idée bizarre, il devient plus facile à retenir. Le mot reste dans la mémoire parce que l'image ou l'histoire est mémorable.
Imaginons que vous apprenez le mot chaise. Si vous le regardez simplement comme 5 lettres, il n'a rien de spécial. Mais si vous imaginez une chaise géante dans votre salon, tellement grande qu'elle touche le plafond, le mot devient vivant. Chaque fois que vous pensez au mot, vous revoyez cette chaise énorme dans votre tête. Et le mot revient facilement. Un autre exemple est le mot chat. Vous pouvez imaginer un chat avec des ailes qui vole autour de votre maison. C'est étrange, mais justement, cette bizarrerie aide votre cerveau. Le mot chat n'est plus seulement une combinaison de sons, mais une image drôle qui reste collée dans votre esprit. On peut aussi associer un mot français à un mot de sa propre langue. Cette technique est utile surtout au début. Vous trouvez une ressemblance entre le mot français et un mot que vous connaissez déjà. Par exemple, en français, le mot poisson veut dire fiche en anglais. Vous pouvez imaginer un poisson qui boit du poison. Les deux mots se ressemblent. L'image est un peu choquante, mais c'est justement ce choc qui vous aide à retenir le mot poisson. Vous pouvez aussi inventer de petites histoires pour retenir plusieurs mots à la fois. Une histoire est une suite logique d'événements. Le cerveau aime les histoires parce qu'elles donnent du sens. Si vous liez plusieurs mots ensemble dans une histoire courte, ils deviennent plus faciles à retenir. Imaginons que vous voulez apprendre 3 mots, fenêtre, oiseau et ciel. Vous pouvez inventer une histoire simple. J'ouvre la fenêtre. Un oiseau entre. Il vole vers le ciel. C'est une image courte, mais elle relie les 3 mots. Quand vous pensez à l'un, les autres reviennent aussi, car ils sont liés dans la même scène. Plus l'histoire est vivante, plus elle reste dans la mémoire. Vous pouvez même ajouter des détails absurdes pour que ce soit plus fort. Par exemple, j'ouvre la fenêtre. Un oiseau géant entre avec une guitare. Il chante, puis il s'envole vers le ciel rose. Ce n'est pas logique, mais c'est drôle. Et parce que c'est drôle, vous vous souvenez mieux des mots. Vous pouvez utiliser cette méthode avec n'importe quel vocabulaire. Si le mot est difficile, il faut le rendre étrange. Si le mot est banal, il faut le rendre amusant. Le cerveau supprime ce qui est ordinaire, mais il garde ce qui est spécial. Alors, quand vous créez une image ou une histoire étrange, vous transformez un mot banal en un mot inoubliable. Un autre avantage est que cette technique rend l'apprentissage plus agréable. Répéter des listes de mots peut sembler monotone. Mais inventer des images ou des histoires, c'est comme jouer. Cela stimule l'imagination. Cela rend le processus plus créatif. Vous riez parfois de vos propres images. Vous vous amusez avec les mots. Et en même temps, vous les gardez en mémoire. Un exemple encore. Vous apprenez le mot arbre. Vous pouvez imaginer un arbre qui marche dans la rue avec une valise. C'est absurde, mais c'est drôle. Et grâce à cette absurdité, vous n'oublierez pas le mot. Chaque fois que vous voyez un vrai arbre, vous pensez à cet arbre voyageur avec sa valise. Vous pouvez aussi associer les mots à vos propres expériences. Par exemple, vous apprenez le mot pluie.
Vous pouvez vous souvenir d'un jour précis où vous étiez sous la pluie. Vous étiez peut-être à l'école, sans parapluie, complètement mouillé. Si vous reliez ce souvenir au mot « pluie », le mot devient chargé d'émotion. Et le cerveau garde mieux ce qui est lié à une émotion. Cette méthode fonctionne aussi très bien avec les adjectifs. Imaginons que vous apprenez le mot « grand ». Vous pouvez imaginer une personne très grande, plus grande qu'une maison. Ou encore, vous pouvez penser à une personne de votre famille qui est grande dans la réalité. En associant le mot à une image ou à quelqu'un que vous connaissez, il devient plus solide dans votre mémoire. On peut même jouer avec les sons. Parfois, un mot français ressemble à un autre mot, mais dans une autre langue. Vous pouvez utiliser cette ressemblance comme un pont. Par exemple, le mot français « poule » ressemble un peu au mot anglais « pool ». Vous pouvez alors imaginer une poule qui nage dans une piscine. C'est bizarre, mais c'est amusant. Et grâce à cette scène, vous retenez le mot « poule ». L'association des mots n'est pas une science exacte. Chacun peut inventer ses propres images, ses propres histoires, ses propres liens. Ce qui compte, c'est que ce soit fort pour vous. Peut-être qu'une image qui vous aide ne dit rien à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. L'essentiel est que cela marche pour vous. Quand vous combinez cette méthode avec la répétition, l'effet est encore plus puissant. La répétition envoie le signal « garde ce mot ». L'association rend ce mot unique et mémorable. Ensemble, ces deux techniques transforment votre mémoire. Elles rendent l'oubli beaucoup moins fréquent. Pour résumer cette partie, l'association des mots est une technique qui consiste à lier un mot à une image, une idée, une ressemblance ou une petite histoire. Le cerveau adore ce genre de connexion. Une image drôle, une histoire étrange, une ressemblance surprenante ou une émotion forte donne de la vie au mot. Et quand le mot a de la vie, il reste. Il devient un souvenir durable. Dans la partie précédente, nous avons parlé de l'association des mots. Mais il existe une autre méthode encore plus naturelle. Cette méthode, c'est le contexte et l'utilisation réelle. Le contexte est très important pour la mémoire. Quand un mot est seul, il est fragile. Il flotte comme une feuille dans l'air. Mais quand un mot est entouré d'autres mots, dans une phrase ou une situation, il devient plus solide. Le cerveau comprend mieux. Le cerveau se dit « Ah, ce mot est utilisé ici, dans ce sens précis ». Alors le mot reste plus longtemps. Lire et écouter en contexte est une première étape. Quand vous lisez un article en français, vous voyez les mots dans de vraies phrases. Vous ne voyez pas seulement une liste. Vous voyez le mot entouré de verbes, d'adjectifs, de sujets. Et tout cela donne du sens. Votre cerveau enregistre plus facilement, car il voit le mot fonctionner. Par exemple, vous apprenez le mot « fenêtre ». Si vous le voyez seul dans une liste, vous pouvez vite l'oublier. Mais si vous lisez dans un livre « J'ouvre la fenêtre pour regarder dehors », le mot prend vie. Vous voyez une action.
Vous imaginez la scène. Le mot devient clair. Et le jour où vous êtes devant une vraie fenêtre, la phrase revient dans votre tête. Écouter en contexte fonctionne de la même manière. Quand vous entendez un mot dans une chanson, dans un podcast ou dans une série, il n'est pas seul. Il est lié à des émotions, à une voix, à une musique. Et tout cela aide votre mémoire. Par exemple, vous entendez le mot « soleil » dans une chanson joyeuse. Le mot devient lié à la musique, au rythme, au plaisir d'écouter. La mémoire garde plus facilement ce genre de moments. Lire et écouter en contexte est donc une forme de répétition naturelle. Vous voyez les mots dans des environnements différents. Parfois dans un article, parfois dans une vidéo, parfois dans une conversation. Chaque fois, c'est une répétition. Mais une répétition vivante, pas mécanique. Ensuite, il y a l'utilisation active. Lire et écouter, c'est bien. Mais utiliser les mots, c'est encore mieux. Quand vous écrivez ou quand vous parlez, vous obligez votre cerveau à produire. Et produire est plus puissant que recevoir. Une bonne habitude est d'écrire de petits textes. Chaque fois que vous apprenez de nouveaux mots, essayez de les mettre dans des phrases. Vous pouvez écrire un petit journal en français. Par exemple, si vous avez appris le mot « pluie », écrivez « Aujourd'hui il pleut. Je regarde la pluie par la fenêtre. » Ce n'est pas compliqué. Mais vous utilisez le mot. Vous le placez dans un vrai contexte. Et en l'écrivant, vous renforcez la mémoire. Vous pouvez aussi inventer de petites histoires personnelles. Si vous apprenez le mot « marché », écrivez un texte comme « Je vais au marché le samedi. Je regarde les fruits et les légumes. Je parle avec le vendeur. » Le texte est simple, mais il utilise le vocabulaire. Et parce qu'il parle de votre vie, il devient encore plus facile à retenir. Parler est une autre étape essentielle. Quand vous dites les mots à voix haute, vous les entendez. Vous les sentez dans votre bouche. Vous les partagez avec quelqu'un. Et tout cela fixe le mot dans la mémoire. Si vous avez un partenaire de conversation, essayez d'utiliser vos nouveaux mots dès que possible. Si vous avez appris le mot « pain », dites-le dans une phrase « J'ai acheté du pain ». Même si la conversation est courte, même si vous faites des erreurs, l'important est d'utiliser le mot. Chaque utilisation est une victoire. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez aussi parler seul. Décrivez ce que vous voyez autour de vous. Par exemple, je vois une table. Je vois une chaise. Je bois de l'eau. C'est simple, mais c'est une vraie utilisation. Vous créez un lien direct entre les objets autour de vous et les mots français. Ce lien est très fort. Le contexte, c'est aussi la vie quotidienne. Chaque fois que vous pouvez, reliez vos mots au monde réel. Si vous apprenez le mot « café », allez dans un café et dites-le. Si vous apprenez le mot « livre », prenez un livre en main et répétez-le. Si vous apprenez le mot « porte »,
touchez une porte et dites le mot à voix haute. Le cerveau adore ce genre de connexion entre un mot et une action réelle. Il est aussi utile de répéter les mots appris dans des conversations imaginaires. Par exemple, si vous apprenez le mot « école », vous pouvez imaginer que vous parlez à un ami. Vous dites « Demain je vais à l'école ». Ce jeu mental est très efficace. Il place le mot dans une situation concrète, même si la situation est inventée. Le contexte et l'utilisation réelle transforment donc l'apprentissage. Il change les mots en expérience. Il donne une raison au cerveau de garder ces mots. Ils rendent le vocabulaire utile et vivant. Pour conclure ce point, on peut dire que lire et écouter en contexte permet d'ancrer les mots naturellement. Le cerveau comprend mieux un mot quand il le voit entouré d'autres mots. Ensuite, produire activement, par l'écriture ou par la parole, renforce encore plus la mémoire. Chaque phrase écrite, chaque mot dit est une répétition. Mais pas une répétition mécanique. C'est une répétition pleine de sens. Alors souvenez-vous, n'apprenez pas les mots seulement dans des listes. Mettez-les dans des phrases. Cherchez-les dans des textes. Écoutez-les dans des chansons. Utilisez-les dans vos conversations. Plus un mot vit dans des contextes différents, plus il devient fort dans votre mémoire. Dans la partie précédente, nous avons vu que le contexte et l'utilisation réelle sont très importants. Lire, écouter, écrire et parler donnent de la vie aux mots. Le vocabulaire devient plus utile et plus facile à retenir. Mais il existe une autre manière de renforcer encore plus la mémoire. Cette manière, c'est d'utiliser beaucoup de supports différents. Un mot vu une seule fois est fragile. Un mot entendu une seule fois peut disparaître. Mais un mot rencontré dans plusieurs endroits devient solide. C'est comme voir un vieil ami plusieurs fois dans la même semaine. Plus vous le croisez, plus vous le reconnaissez vite. Les films sont un bon support. Quand vous regardez un film en français, vous entendez les mots dans des dialogues naturels. Vous voyez les gestes, les visages, les émotions. Le mot n'est pas seulement un son. Il est lié à une scène complète. Par exemple, si un personnage dit le mot « porte », vous voyez en même temps une porte qui s'ouvre. L'image et le son se combinent. Votre mémoire travaille mieux. Les chansons sont un autre support très puissant. La musique a un effet fort sur le cerveau. Les paroles se répètent. Le rythme aide à retenir. Si vous entendez le mot « amour » dans une chanson, vous l'associez à une mélodie. Et même après des jours, la chanson revient dans votre tête avec le mot dedans. C'est une répétition naturelle et agréable. Les bandes dessinées sont aussi utiles. Elles combinent des images et des mots. Vous voyez une action dessinée. Vous lisez le texte dans les bulles. Par exemple, un personnage crie « Attention !» et vous voyez une voiture arriver. L'image et le texte créent une double mémoire. L'œil et l'esprit travaillent ensemble.
Les articles de journaux ou de magazines apportent un autre type de support. Ici, le vocabulaire est souvent plus formel. Vous apprenez des mots liés à l'actualité, à la société, aux sciences. Ces mots apparaissent dans des phrases bien construites. Vous voyez comment les Français les utilisent dans des contextes sérieux. Cela enrichit votre vocabulaire avec des mots utiles pour comprendre le monde moderne. Changer de support est donc essentiel. Un même mot peut apparaître dans un film, dans une chanson, dans une BD et dans un article. Chaque fois que vous le voyez, votre mémoire devient plus forte. C'est comme si le mot frappait plusieurs fois à la porte de votre esprit. À la fin, il entre et reste. Il existe aussi des techniques multisensorielles. Ces techniques utilisent plusieurs sens en même temps. Par exemple, vous pouvez écouter et lire en même temps. Si vous regardez une vidéo avec des sous-titres, vos yeux et vos oreilles travaillent ensemble. Vous entendez le mot et vous le lisez. C'est une double entrée dans le cerveau. Vous pouvez aussi écrire les mots à la main. Écrire demande un effort physique. Votre main trace les lettres. Votre cerveau enregistre le mouvement. C'est une mémoire motrice. Si vous écrivez plusieurs fois le mot « maison », vous le sentez dans vos doigts. Et plus tard, quand vous voulez le dire, votre cerveau retrouve la sensation. Vous pouvez même combiner les trois, lire, écouter et écrire. Par exemple, vous lisez un petit texte à voix haute. Vous l'écoutez en même temps avec un enregistrement. Puis vous l'écrivez dans votre cahier. Chaque activité est une répétition. Et ensemble, elles rendent le mot encore plus solide. Un autre exemple est l'apprentissage avec des vidéos courtes. Vous regardez une scène simple. Vous écoutez les dialogues. Vous lisez les sous-titres. Ensuite, vous arrêtez la vidéo et vous répétez les phrases à voix haute. Puis vous les écrivez. Tout cela est une variété de supports. Et votre mémoire adore cette variété. La variété évite aussi l'ennui. Si vous ne faites que lire des listes, vous vous fatiguez. Mais si un jour vous regardez un film, un autre jour vous chantez une chanson, un autre jour vous lisez une BD, l'apprentissage reste amusant. Chaque support apporte une énergie différente. Pour conclure ce point, on peut dire que la variété des supports est un outil puissant. Les films, les chansons, les bandes dessinées et les articles apportent des contextes différents. Un mot vu dans plusieurs environnements reste plus longtemps. Les techniques multisensorielles, comme écouter et lire en même temps ou écrire à la main, renforcent encore plus la mémoire. Plus vous diversifiez vos supports, plus votre vocabulaire devient solide et vivant. Dans la partie précédente, nous avons vu que la variété des supports aide beaucoup. Les films, les chansons, les bandes dessinées et les articles donnent des contextes différents. Grâce à cette diversité, les mots deviennent plus solides dans la mémoire. Mais il existe un autre facteur très important pour retenir le vocabulaire. Ce facteur, c'est la personnalisation.
Personnaliser le vocabulaire veut dire apprendre des mots qui sont vraiment utiles pour vous. Chaque personne a une vie différente. Chaque personne a des besoins différents. Un étudiant, un ingénieur, un médecin ou un musicien n'ont pas besoin du même vocabulaire. Alors il est logique de choisir les mots qui correspondent à sa propre vie. Quand vous apprenez des mots liés à votre quotidien, ils deviennent immédiatement plus faciles à retenir. Parce que vous les utilisez souvent. Parce que vous en avez besoin. Par exemple, si vous êtes étudiant en ingénierie, il est plus utile d'apprendre des mots techniques comme pont, béton ou structure que d'apprendre seulement des mots comme baguette ou croissant. Bien sûr, ces derniers sont intéressants, mais ils ne sont pas essentiels pour vous. Un autre exemple, si vous aimez cuisiner, apprenez d'abord le vocabulaire de la cuisine. Les mots comme couteau, four, recette ou sel seront beaucoup plus utiles. Vous allez les rencontrer dans vos livres de cuisine, dans vos vidéos de recettes, dans vos conversations avec vos amis. Chaque rencontre sera une répétition naturelle. Et comme ce vocabulaire fait partie de vos passions, il sera plus facile à mémoriser. La personnalisation fonctionne aussi avec les loisirs. Si vous aimez le football, apprenez le vocabulaire du sport, ballon, but, joueur, équipe. Si vous aimez la musique, apprenez les mots liés aux instruments, guitare, piano, batterie. Chaque fois que vous regardez un match ou écoutez une chanson, vous retrouvez ces mots. Ils deviennent familiers et naturels. Une bonne méthode est de créer son propre carnet de mots. Ce carnet peut être un cahier ou un fichier sur votre ordinateur. Chaque fois que vous apprenez un nouveau mot qui est utile pour vous, écrivez-le dedans. Ajoutez une définition simple. Ajoutez une phrase d'exemple. Vous pouvez aussi dessiner une petite image pour renforcer la mémoire. Ce carnet devient votre outil personnel. Il n'est pas général, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour vous. Il reflète votre vie, vos besoins et vos passions. Quand vous le relisez, vous ne voyez pas des mots inutiles. Vous voyez des mots qui parlent de votre monde. Et c'est ça qui rend l'apprentissage plus fort. Vous pouvez aussi organiser ce carnet par thème. Par exemple, une page pour la maison, une page pour les études, une page pour les voyages. Cela aide à faire des connexions entre les mots. Par exemple, sur la page de la maison, vous écrivez table, chaise, fenêtre, porte. Comme ils appartiennent au même univers, ils se soutiennent les uns les autres dans votre mémoire. La personnalisation du vocabulaire rend aussi l'apprentissage plus motivant. Quand vous apprenez un mot qui correspond à votre vie, vous sentez immédiatement son utilité. Vous avez envie de l'utiliser. Vous voyez directement comment l'intégrer dans vos phrases. Par exemple, si vous aimez le café et que vous apprenez le mot tasse, vous pouvez tout de suite dire « j'ai une tasse de café ». C'est simple, mais c'est lié à votre réalité. Et parce que c'est lié à votre réalité, le mot s'imprime dans votre esprit. Il est donc important de ne pas apprendre seulement des listes toutes faites. Ces listes peuvent contenir beaucoup de mots inutiles pour vous. Il est mieux de sélectionner vos propres mots.
Bien sûr, il y a un vocabulaire de base que tout le monde doit connaître. Mais après ce vocabulaire de base, choisissez vos mots selon votre vie. Pour conclure ce point, la personnalisation du vocabulaire est essentielle. Quand vous apprenez des mots liés à votre quotidien, vous les utilisez plus souvent. Ils deviennent naturels. Créer un carnet personnel de mots, avec définitions, exemples et phrases, est une méthode très efficace. Ce carnet est votre trésor. Il contient les mots qui comptent pour vous. Grâce à cette approche, vous apprenez plus vite et vous oubliez moins. Dans la partie précédente, nous avons parlé de la personnalisation du vocabulaire. Nous avons vu qu'il est important d'apprendre les mots liés à sa vie, à ses études et à ses passions. Quand les mots sont utiles pour nous, ils restent plus facilement dans notre mémoire. Mais il existe encore un autre facteur puissant pour apprendre et retenir, l'émotion et la motivation. Le cerveau n'est pas une machine froide. Il ne retient pas seulement avec la logique. Il retient aussi avec le cœur. Les mots qui sont liés à une émotion forte sont mieux gardés. L'émotion agit comme une colle. Elle fixe le mot dans la mémoire. Par exemple, vous apprenez le mot « amitié ». Si vous l'associez à un vrai souvenir avec un ami proche, le mot devient chargé d'émotion. Vous vous souvenez d'un rire, d'un moment partagé, d'une promenade ensemble. Et quand vous pensez au mot « amitié », vous revivez ce souvenir. Grâce à cette émotion, le mot ne disparaît pas. Un autre exemple est le mot « peur ». Si vous l'associez à un souvenir où vous avez eu peur, le mot devient encore plus fort. Le lien entre le mot et l'émotion fait que le mot reste. C'est comme une cicatrice dans votre mémoire. Elle ne s'efface pas facilement. C'est pour cela qu'il est utile de lier les nouveaux mots à des expériences personnelles. Si vous pouvez connecter un mot à votre vie réelle, il devient beaucoup plus solide. Le cerveau garde ce qui touche votre cœur. L'émotion peut aussi venir de l'imagination. Vous pouvez inventer une histoire qui provoque une émotion. Si vous apprenez le mot « joie », vous pouvez imaginer une fête avec vos amis, de la musique, des rires, de la danse. Même si ce n'est pas un vrai souvenir, l'image émotionnelle reste. Et avec elle, le mot reste aussi. Mais l'émotion seule ne suffit pas. La motivation joue aussi un rôle essentiel. Quand vous êtes motivé, vous apprenez mieux. Quand vous êtes motivé, vous répétez plus souvent. Quand vous êtes motivé, vous continuez même quand c'est difficile. La motivation vient souvent de petites victoires. Si vous voyez vos progrès, vous avez envie de continuer. Par exemple, vous vous fixez un objectif simple, apprendre 10 mots dans la semaine. À la fin de la semaine, vous testez votre mémoire. Vous vous souvenez de 8 mots. C'est une réussite. Vous sentez une fierté. Cette fierté nourrit votre motivation. Les petites victoires sont très importantes. Elles montrent que vous avancez. Même si le chemin est long, chaque pas compte. C'est comme une marche en montagne.
Si vous regardez seulement le sommet, vous êtes découragé. Mais si vous regardez chaque petit pas réussi, vous trouvez de l'énergie pour continuer. Il est aussi utile de vous récompenser. La récompense peut être simple. Après une semaine d'apprentissage, offrez-vous quelque chose que vous aimez. Regardez un film, manger un dessert, sortir avec un ami. Cette petite récompense envoie un message positif à votre cerveau. Apprendre est agréable. Alors, la motivation reste forte. La motivation peut aussi venir d'un projet personnel. Si vous apprenez le français pour voyager à Paris, pensez à ce voyage. Imaginez-vous dans une boulangerie, en train de commander un croissant en français. Cette image vous donne une raison claire d'apprendre. Elle nourrit votre énergie. Si vous apprenez le français pour vos études ou votre travail, pensez aux portes que cela peut ouvrir. Imaginez-vous en train de lire un texte difficile sans traduction. Imaginez-vous en train de discuter avec un collègue français sans problème. Cette vision vous pousse à avancer. Il est aussi important de partager vos progrès avec d'autres. Si vous avez un ami qui apprend aussi, vous pouvez comparer vos mots. Vous pouvez vous encourager mutuellement. L'émotion de partager et la motivation de progresser ensemble sont très fortes. Pour conclure ce point, l'émotion et la motivation sont deux forces essentielles. L'émotion fixe les mots dans la mémoire. Elle agit comme une colle. La motivation vous donne l'énergie de continuer, même quand c'est difficile. Les petites victoires et les récompenses renforcent cette énergie. Lier les mots à des expériences personnelles ou à des projets futurs rend l'apprentissage encore plus puissant. Alors, souvenez-vous, apprendre des mots n'est pas seulement un exercice de mémoire. C'est aussi une aventure humaine. Plus vous mettez de cœur dans votre apprentissage, plus vos mots resteront longtemps. Dans la partie précédente, nous avons parlé de l'émotion et de la motivation. Nous avons vu que les émotions rendent les mots plus solides et que la motivation donne l'énergie de continuer. Mais pour apprendre efficacement, il faut aussi penser à l'environnement. L'environnement d'apprentissage joue un rôle très important. Il influence la fréquence des répétitions et la qualité de la mémoire. L'exposition passive est une première étape. Elle consiste à mettre le français autour de vous, sans effort particulier. Par exemple, vous pouvez coller des post-it sur les objets de votre maison. Sur la porte, vous mettez le mot « porte ». Sur la fenêtre, vous collez le mot « fenêtre ». Sur la table, vous écrivez « table ». Chaque fois que vous regardez l'objet, vous voyez le mot. Votre cerveau le reçoit encore et encore, presque sans travail. C'est une répétition douce et naturelle. Un autre moyen d'exposition passive est de changer la langue de votre téléphone. Si vous mettez votre téléphone en français, vous voyez les mots chaque jour. Paramètres, messages, appareil photo. Ces mots deviennent habituels, car vous les rencontrez tout le temps. Votre mémoire s'habitue sans que vous fassiez un effort spécial. Vous pouvez aussi mettre du vocabulaire en fond d'écran.
Choisissez une liste de mots ou une phrase courte et mettez-la sur votre ordinateur ou votre téléphone. Chaque fois que vous l'allumez, vous voyez les mots. Ce contact régulier est une répétition passive. L'exposition active est la deuxième étape. Ici, vous ne vous contentez pas de voir les mots. Vous les utilisez volontairement dans votre environnement. Par exemple, vous pouvez créer des rappels sur votre téléphone avec des mots en français. Chaque notification devient une petite leçon. Vous recevez un message qui dit « N'oublie pas le mot, pluie, aujourd'hui ». Cela attire votre attention et vous oblige à y penser. Un autre exemple est de parler à voix haute chez vous. Quand vous ouvrez la porte, dites « porte ». Quand vous prenez une tasse, dites « tasse ». Quand vous regardez le ciel, dites « ciel ». Ces petites actions transforment votre maison en une salle de classe vivante. Votre environnement devient un outil pour réviser. Vous pouvez aussi préparer des cartes avec des phrases simples. Collez-les dans des endroits visibles, sur le miroir de la salle de bain, sur le frigo, près du lit. Chaque fois que vous passez devant, lisez la phrase. Cela ne prend que quelques secondes, mais ces secondes sont précieuses. L'environnement d'apprentissage peut aussi être social. Si vous avez un ami qui apprend le français, essayez d'utiliser quelques mots ensemble. Même un mot par jour peut suffire. Par exemple, au lieu de dire « bonjour » en anglais, dites « bonjour » en français. C'est une petite habitude, mais elle fait la différence. Créer un environnement français, c'est aussi choisir des habitudes quotidiennes. Par exemple, écouter la radio française le matin pendant le petit déjeuner. Lire un petit article le soir avant de dormir. Regarder une vidéo en français pendant une pause. Ces gestes simples ajoutent du français dans votre vie, sans que vous ayez besoin de beaucoup de temps. L'environnement a un autre avantage, il réduit l'oubli. Quand vous voyez ou entendez les mots chaque jour, même sans effort, le cerveau les garde plus longtemps. C'est comme arroser une plante un peu chaque jour. La plante reste vivante. De la même façon, vos mots restent vivants dans votre mémoire. Pour conclure ce point, l'environnement d'apprentissage est essentiel. L'exposition passive, comme les post-it ou la langue du téléphone, place le français partout autour de vous. L'exposition active, comme les rappels ou les phrases collées sur le frigo, vous pousse à utiliser les mots volontairement. Avec un bon environnement, vous ne dépendez pas seulement des cours ou des livres. Vous créez une petite immersion dans votre vie quotidienne. Et grâce à cette immersion, les mots deviennent plus naturels et plus durables. Dans la partie précédente, nous avons parlé de l'environnement d'apprentissage. Nous avons vu que les post-it, le téléphone en français, les rappels et les petites habitudes quotidiennes transforment la maison en une salle de classe vivante. Mais même avec un bon environnement, il reste un autre facteur très important, la régularité et la discipline. Apprendre des mots n'est pas une course rapide. C'est un marathon. Ce qui compte, ce n'est pas d'étudier beaucoup en un seul jour, mais d'étudier un peu chaque jour. 10 minutes par jour valent mieux qu'une heure une fois par semaine.
Pourquoi? Parce que le cerveau aime les contacts réguliers. Chaque petit contact renforce la mémoire. Chaque petit effort répété fait pousser la plante du vocabulaire. Imaginons deux apprenants. Le premier étudie 1 heure le dimanche. Le reste de la semaine, il ne fait rien. Le deuxième étudie 10 minutes chaque jour. Au bout d'1 mois, le deuxième connaît plus de mots. Parce qu'il a nourri son cerveau régulièrement. Le premier a travaillé fort, mais il a laissé le temps à l'oubli de gagner. Les petites sessions quotidiennes sont donc essentielles. Vous n'avez pas besoin d'un grand effort. Vous pouvez réviser vos cartes de vocabulaire pendant le petit déjeuner. Vous pouvez relire une petite liste de mots avant de dormir. Vous pouvez écouter une chanson en français dans le bus. Ces moments courts, mais fréquents, nourrissent la mémoire. La discipline aide à créer ces habitudes. Parfois, la motivation n'est pas là. Parfois, vous êtes fatigué. Mais si vous avez une routine, vous continuez malgré tout. La discipline est comme une force invisible qui vous pousse à répéter, même quand vous n'avez pas envie. Et chaque fois que vous respectez cette discipline, vous renforcez votre apprentissage. Il est important d'intégrer la révision dans votre vie quotidienne. Vous pouvez choisir un moment précis. Par exemple, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Si vous respectez ce rendez-vous chaque jour, il devient naturel. C'est comme se brosser les dents. Au début, vous y pensez. Puis, avec le temps, cela devient une habitude automatique. Vous pouvez aussi utiliser les temps morts. Par exemple, dans les transports, vous pouvez réviser vos mots. Pendant une pause au travail, vous pouvez lire une phrase en français. Avant de dormir, vous pouvez relire 2 ou 3 lignes. Ces petits moments, accumulés, font une grande différence. La discipline, ce n'est pas la perfection. Il est normal de rater un jour. Mais l'important est de reprendre le lendemain. Ce qui compte, c'est la constance sur le long terme. C'est comme marcher sur un chemin. Même si vous trébuchez une fois, vous continuez d'avancer. Il peut être utile d'avoir un calendrier de révision. Chaque jour, vous cochez une case quand vous avez fait vos 10 minutes. Voir les cases remplies donne de la satisfaction. C'est une petite victoire visuelle. Elle vous motive à continuer. La régularité crée aussi la confiance. Plus vous révisez chaque jour, plus vous voyez vos progrès. Vous vous rendez compte que les mots reviennent plus vite. Vous sentez que votre mémoire est plus forte. Cette confiance vous pousse à continuer avec encore plus d'énergie. Pour conclure ce point, la régularité et la discipline sont indispensables. Les petites sessions quotidiennes nourrissent la mémoire mieux que de longues séances rares. Les habitudes intégrées dans la vie quotidienne transforment l'apprentissage en une routine naturelle. La discipline vous aide à continuer, même quand la motivation est faible. Grâce à la régularité, chaque mot devient plus solide
et le vocabulaire reste vivant dans votre esprit. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je sais que cette vidéo était longue, mais vous avez été patient et attentif, et je vous en remercie vraiment. Nous avons vu ensemble que l'oubli du vocabulaire est normal, mais qu'il existe de nombreuses solutions. La répétition, les images et les histoires, le contexte, la variété des supports, la personnalisation, l'émotion, la motivation, l'environnement et la régularité. Toutes ces stratégies vous aident à garder vos mots plus longtemps. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. Ce qui compte, c'est de faire de petits pas chaque jour. Avec le temps, ces petits pas deviennent un vrai progrès. Alors, merci encore pour votre patience et votre attention. Continuez à apprendre, amusez-vous avec le français, et vous verrez vos efforts porter leurs fruits.